Espace TV. Bienvenue à le 19h45 d'Espace TV. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce dimanche 19 juin 2022. La Guinée va-t-elle abriter une base militaire française? Aucune annonce officielle. Pour l'heure, il s'agit de simples rumeurs. Mais d'où viennent-elles ces rumeurs? Ont-elles un lien avec la visite du ministre de la Défense à Paris? Élément de réponse dès le début de ce journal. Et puis, l'équipe nationale junior handball dames a bouclé les préparatifs du championnat du monde de sa catégorie par un match amical vendredi. Elle est déjà en route pour la Slovénie où elle va jouer mercredi contre l'Iran. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir encore pour les informations à la une. Le ministre de la Défense rentre d'une visite de travail en France. Le général à la retraite, Aboubacar Sidiki Camara, a pris part du Salon Eurosatirique 2022, un salon consacré à l'exposition des matériels et équipements militaires. Le séjour du ministre à Paris du 13 au 17 juin a suffi pour qu'une rumeur sur une éventuelle installation de base militaire en Guinée domine l'actualité. Mamadou Sadio Baldé, Jacques Lewaleno et Tcherno Sadouba étaient à l'aéroport pour vous. Suivez. Tout ne se résume pas au fusil, déclare le ministre de la Défense. Cette exposition aérosatirie avait un programme bien au-delà. Tous les équipements sont exposés à Villepinte pour qu'on puisse savoir où on en est, pour faire le choix, le tri en fonction des menaces, en fonction des risques qui court un pays, quel matériel il faut choisir, adapté à quel climat, à quel besoin, à quelle troupe. C'est faux, ce n'était pas pour signer un accord sur une installation de base militaire française en Guinée qu'il était parti en France. Ce n'est pas le ministre délégué à la Défense nationale qui le fait, mais plutôt le ministère des Affaires étrangères qui doit le faire, et ces accords pareils dans ce domaine sont ratifié par l'Assemblée nationale, une assemblée élue. Tel n'est pas le cas actuellement. Il suffit de consulter l'histoire pour comprendre que la Guinée ne peut se le permettre. Depuis la nuit des temps, notre pays a eu la chance d'avoir les plus grands leaders historiques avant l'indépendance, qui n'ont jamais accepté la soumission, qui se sont défendus. Chaque région de la Guinée a eu un résistant. Donc notre pays est très particulier. De l'indépendance à nos jours, la Guinée a plutôt aidé les autres et non le contraire. Dans les éléments de puissance de Monsanto, il y a un élément qui est caractéristique à la Guinée, le moral national. La Guinée est un pays guerrier, pas un pays belliqueux, mais un pays guerrier. Nous n'avons besoin de personne pour notre territoire national. Sur le tweet du ministre français de la Défense, il précise de quoi il était question. Aucun pays ne peut, lui seul, lutter contre la criminalité transfrontalière, l'insécurité internationale, le trafic de drogue, la traite humaine, et le terrorisme. C'est holistique. En temps de guerre, est-il possible pour les médias de rester impartiaux, de résister aux avances des États? En tout cas, avec la guerre russo-ukrainienne, difficile de savoir quels médias diffusent les bonnes informations, d'autant plus que cette guerre est avant tout une question géopolitique difficile à cerner. Et dans tout cela, la première victime est bien sûr l'opinion. Mamadou Saliouba, Lamine Guérassi. Dans la guerre russo-ukrainienne, voici l'une des armes les plus redoutables, les médias. Chaque jour, ils diffusent des dizaines d'images et bien sûr, chacun de son côté cherche tant bien que mal à défendre sa façon de voir la guerre. Les médias occidentaux qui montrent des tanks russes détruits, des soldats tués dans la guerre, des livraisons d'armes et parfois un retour à l'impartialité avec des soldats ukrainiens qui peinent à se défendre.
Nous ne voulons pas les provoquer parce que sinon les Russes recommenceront à tirer. Qui peut arrêter cette guerre? Dans les médias côté russe, presque aucune image qui montre l'avancée difficile des soldats russes sur le terrain. La première chaîne, Russia Today ou encore Sputnik, ne diffuse aucune image compromettante. Au contraire, des images ou des propos qui accusent l'Ukraine d'être responsable de l'invasion russe. Nos forces armées poursuivent avec succès la destruction massive des capacités de combat des groupuscules armés ukrainiens, mais le sang continue de couler. Et tout ça, c'est à cause de la politique meurtrière des dirigeants de Kiev qui continuent de donner des ordres criminels. Des propos qui dédouanent la Russie, qui selon le Global Engagement Center du département d'État des États-Unis, finance plusieurs médias dans une campagne de désinformation et de propagande. Financés et dirigés par l'État, les médias russes RT et Sputnik sont des éléments de l'écosystème de désinformation et de propagande russe d'une importance cruciale. En temps de guerre, l'objectivité et l'impartialité des médias sont souvent mises en épreuve. En Europe, pour lutter contre la désinformation et la propagande russe, les médias RT et Sputnik ont été tout simplement fermés. À Conakry, l'installation des caméras de surveillance à la plus grande maison centrale de la capitale réjouit les défenseurs des droits humains, notamment Maître Frédéric Loy, président des Mêmes Droits pour tous. Il sollicite toutefois que cette mesure soit élargie aux autres prisons du pays. Il a été joint par la rédaction suivie. Oui, je pense que c'est une mesure qui contribue à renforcer le système de surveillance de nos prisons. La Guinée n'est pas le seul pays à avoir des caméras de surveillance. Je dirais que la Guinée est en retard par rapport à l'installation des caméras de surveillance. Dans toutes les prisons au monde actuellement, il y a les caméras de surveillance partout. Il y a les caméras partout, les prisonniers sont surveillés, sont contrôlés. Donc c'est une mesure qui permet véritablement de renforcer la sécurité, de renforcer l'organisation de la vie dans nos prisons. Et cette mesure doit pouvoir être étendue à l'ensemble des villes de la Guinée pour qu'effectivement on puisse savoir ce qui se passe dans la prison en temps réel et s'il y a des gens qui sont malades, on puisse les extraire. S'il y a des comportements de nature à affecter la sécurité ou bien la quiétude, l'hygiène dans la prison, pour que les gardes pénitentiaires soient informés en temps réel. En Guinée, les espaces publics réservés à l'activité routière sont mal exploités. En dehors des chaussées et trottoirs, le reste n'est pas mis en valeur. Conséquence, nos voies et espaces publics sont moins attrayants. Le gouvernement pourra s'en occuper. Mamadou Kalisso, Tcherno Sadouba. Les voies publiques sont des vitrines pour une nation. Les marges de recul pourraient abriter des espaces verts conçus et exécutés sous l'œil vigilant des architectes et urbanistes. Le peu d'infrastructures réalisées dans ce sens souffrent du manque d'entretien. Elles sont souvent vandalisées lors des revendications socio-politiques. Lors du dernier Conseil des ministres, il a été demandé aux responsables concernés de relancer ces dossiers pour donner une image attrayante à la capitale. Je suis vraiment très content que le pouvoir central, les plus hautes autorités pensent à ce que nos routes ne soient pas simplement dédiées à la circulation des véhicules, mais aussi permettre que les voies piétonnières soient effectivement tracées, que des espaces verts aussi soient une priorité. Je dis bien une priorité. C'est à la fois bon pour l'image de Conakry, c'est aussi une façon de préserver cet espace à travers des espaces verts, à travers des monuments, surtout qui font dire à tous ceux qui fréquentent notre capitale que la Guinée aussi a quand même quelques langages historiques. Aménager ces ronds-points et emprises des routes était moins efficace contre l'insalubrité et les occupations anarchiques des espaces publics. Les femmes commerçantes du marché de la tannerie en colère, chassées au rond-point de la tannerie où elles vendent les produits venus de l'intérieur du pays. Ces femmes dénoncent ce qu'elles qualifient d'abandon, désormais sans place fixe pour écouler leurs produits. Elles demandent à l'État de prendre en compte leur situation. Josué Santos Bilivogui et Mohamed Kapelousila signent ce reportage.
Dans un passé récent, c'est ici qu'elles étaient installées. Le commerce et les affaires marchaient bien. Aujourd'hui, elles ne sont plus les bienvenues après l'opération de déguerpissement. Depuis, elles sont laissées à leur propre compte, nous disent-elles. Maman Condé se plaint du manque de clients et de l'hostilité des agents de la sécurité. Nous, les femmes, nous sommes là pour chercher les frais de scolarité de nos enfants. Il y a certaines qui sont veuves et d'autres maris sont au chômage. Nous avons subi assez de pertes. Que nous soyons dans le marché ou hors, les gendarmes nous rendent la vie difficile. Ils jettent nos marchandises alors que ce que nous vendons ne nous appartient pas. Tous les produits vivriers de grande consommation qui viennent de l'intérieur du pays passent ou du moins passent en grande partie par le marché de la tannerie. Aujourd'hui, elles sont sans emplacement fixe. Aucune autre solution que de revendre dans le marché. Nous sommes toutes des mères de famille et nous n'avons pas où vendre. L'endroit qu'ils nous ont recommandé ne dispose pas de magasin. Donc comment allons-nous exercer notre commerce? Même si les autorités les ont orientés sur un autre site, quoique temporaire, elles craignent l'insécurité. Les femmes du marché d'antan n'ont aucun problème, celles de l'Ansanaya également. Même Matoto et Bessia sont tranquilles, les femmes sont sur la route, tout comme dans les marchés. Pourquoi c'est sur nous qu'ils s'acharnent? Ils n'ont qu'à nous trouver un marché où nous aurons la paix du cœur. Esther Marguerite Leno est la présidente de l'ONG Femmes pour l'excellence et la paix. Elle et son équipe disent être soucieuses et préoccupées par la situation que traversent ces femmes. Elles ont déjà engagé des démarches auprès des autorités. Elles nous ont dit quoi? Qu'elles sont prêtes à aller là où l'État les envoie, même pas le long des routes. Elles aussi, elles connaissent les conséquences de s'asseoir le long des routes. Mais malheureusement, comme elles n'ont pas un autre endroit, et c'est là-bas qu'elles cherchent le quotidien pour nourrir les enfants. Mais elles envoient un appel au niveau du gouvernement. Quel que soit le lieu qu'on les envoie, elles sont prêtes à partir. Mais qu'elles ne sont pas d'accord qu'on les déguerpille et qu'on ne les en donne pas un endroit fiable. Elles demandent toutes d'une même voix à l'État de prendre des dispositions le plus vite que possible pour éviter tout autre problème. Remise vendredi des clés des infrastructures à la communauté de Tounifilidi. Cette initiative vise à délocaliser une partie de la population impactée par le projet d'exploitation d'alumine de la société SPIC Guinée. La cérémonie a mobilisé les autorités locales, des responsables des entreprises ainsi que la population concernée. Salifouli Fossissé, Sekou Diallo. Il s'agit de 29 bâtiments réalisés par l'entreprise de construction Makona Terre Sarl à travers le financement de la société SPIC Guinée. L'entreprise matérialise ainsi la réinstallation des communautés impactées par son projet d'exploitation d'alumine dans la préfecture de Bofa. Dans le cadre de la réalisation du projet d'exploitation d'alumine de SPIC en Guinée, afin de minimiser l'impact environnemental et social aux communautés riveraines, réalisé à hauteur de 7 630 421 509 francs guinéens, le directeur général de Makona Terre Sarl explique la qualité et la résistance des matériaux utilisés pour bâtir ces infrastructures à Houndinde. Ces maisons ont été construites avec des briques en terre stabilisées, BTS. Compte tenu de ces qualités en termes écologiques, économiques, leur facilité de mise en œuvre et surtout leur capacité de résistance qui est de l'intervalle de 5 à 7 mégapascales. Présent à cette cérémonie de remise des clés à la communauté de Tounifilidi, le gouverneur de Bouké, très satisfait, affirme que cette initiative s'inscrit en droite ligne de la politique du président de la transition guinéenne. Si aujourd'hui c'est la même chose que je reviens voir, je dirais que cette politique s'inscrit dans le sillage des attentes de M. le Président de la République. Ça prouve à suffisance qu'il y a une parfaite collaboration entre cette société et ces différentes communautés. C'est un ouf de soulagement au sein de la communauté concernée à majorité pêchère. Le porte-parole fait une invite à l'endroit de la société pour la prise en compte de certaines de leurs préoccupations dans cette nouvelle aventure. On se confie à nos responsables du pays.
On se confie à la société SPIC et Maconater de ne jamais nous abandonner. Nous sommes des pêcheurs, nous plaidons pour l'aménagement de notre port et la route. Deuxième et dernier titre de ce journal, l'équipe nationale junior handball dames a bouclé les préparatifs du championnat du monde de sa catégorie par un match amical ce vendredi 17 juin contre l'équipe senior au gymnase du 28 septembre. Bintou Oulare et sa bande ont déjà quitté Conakry pour la République tchèque où elles vont faire les derniers réglages avant de rallier la Slovénie pour entamer la compétition le 22 juin contre l'Iran. Moustapha Touré, Mamadou Boiba et Mohamed Bangora. C'est la deuxième fois que la Guinée se qualifie pour cette compétition. Mais la précédente a été annulée en raison de la pandémie du Covid-19. En remettant le drapeau national à la capitaine, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports a décliné ses attentes. Et à l'idée, et à jamais, que nous devrons être comme ça. C'est-à-dire être plus représentatifs de notre pays et se dire tout le temps que la Guinée doit briller et faire en sorte que tel que est composée l'équipe nationale, que c'est la nation guinéenne qui est là. Et tel que vous vous comprenez sur le terrain, tel que vous vous battez, c'est comme ça que la Guinée doit fonctionner. Et à travers le sport, on arrivera à consolider notre paix, notre unité sociale. Pour cette première expérience, la capitaine du Sili promet que son équipe va tout faire pour hisser haut le drapeau guinéen. Les filles, on est là pour un objectif. On ne part pas pour se promener, pour des vacances, rien de tout ça là. On part pour un résultat, bien sûr. Donc, on doit tout donner. Après le terrain, bien sûr, on va pas gagner tout. Mais dans le terrain, on ne fait que du sérieux, rien que du sérieux. Le président de la fédération, de son côté, est optimiste quant à la réussite de l'équipe. Pour lui, le groupe a tout ce qu'il faut pour faire une bonne Coupe du Monde. Pour une première fois, elles se sont qualifiées au Mondial en 2019. Et à cause du Covid, il n'y a pas eu le championnat du monde. Pour une deuxième fois successive, elles se sont qualifiées. Ça veut dire que c'est une équipe qui mérite sa place. Moi, je pense qu'au-delà de tout, cette équipe, je pense bien, elle peut apporter quelque chose pour notre nation. Pour rappel, la Guinée est logée dans le groupe B en compagnie de l'Iran, de la Suède et de la Tunisie. Le Sili Handball disputera son premier match contre l'Iran le 22 juin. Et c'est sur cet élément que se ferment les pages de cette édition d'information. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à 13h. Au revoir.